because we want to support the autonomy of Rojava, but also the model of Rojava as a democratic and pluralist, multi-ethnic model as a solution for the whole Syrian question. Virginie, On y est. on y est, voilà. On est au Rojava pour une semaine au sein d'une délégation d'élus locaux à l'initiative de David Dessers, qui est premier échevin à Leuven, sur la liste Groen. On est 4 élus, 2 élus de Liège, Virginie et moi pour le mouvement Demain, David Dessers et un élu de Herzl, Philippe de Botz. Et on est avec aussi 2 journalistes et 2 personnes de la communauté kurde qui jouent les interfaces aussi. Alors on est au Rojava. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que le Rojava. Peut-être Virginie, on peut commencer par dire ça. Par ça. Ouais. En fait, pour grossir le trait, on pourrait dire que le Rojava, c'est le Kurdistan syrien. Mais l'autorité autonome que nous visitons, en fait, la zone autonome que nous visitons, c'est un peu plus que le dit Rojava, donc le Kurdistan syrien. C'est la Fédération démocratique du nord-est de la Syrie. Oui, c'est ça. Et si tout le monde ne voit pas exactement où c'est sur la carte, par contre, tout le monde se souvient de la libération de Kobané en 2014, que l'on doit à des hommes et à des femmes qui ont les premiers fait reculer Daesh. En 2014, ils ont libéré Kobané et puis ils ont fait une guerre encore pendant 3 ans qui a coûté 15 000 vies pour libérer toute cette zone qui est à la fois effectivement la zone, je vais dire, nord de la Syrie, à majorité kurde, mais aussi ils sont descendus plus à l'est où ensemble avec des Arabes, ensemble avec des Assyriens, ils ont libéré d'autres villes, d'autres régions, notamment Raqqa, voilà, qui était la capitale de l'État islamique, qu'ils ont libéré. Et on leur doit ça. Et peut-être qu'on l'oublie un peu trop aujourd'hui, mais on leur doit d'avoir fait ça. Et j'ai envie de dire, comment est-ce qu'ils sont payés d'avoir fait ça? Ils sont très très mal payés, je pense aujourd'hui, parce qu'ils sont face à des agressions qui viennent d'un peu partout. Peut-être tu pourrais en résumer le trait de ces... Les agressions, d'un côté on a la Syrie avec le régime assadiste qui ne leur fait pas des cadeaux. Ils arrivent à parfois négocier des passages, des choses comme ça, mais sinon c'est un isolement et un embargo. Et de l'autre côté, ça c'est beaucoup plus dur, ce sont les attaques du gouvernement turc qui a entre autres attaqué avec des mercenaires djihadistes à qui ils ont donné la gestion, sur laquelle ils ont donné autorité sur la zone d'Afrin. Alors Afrin, c'est frais dans vos mémoires, Afrin c'est une zone touchée par le tremblement de terre. Et puis il y a une zone de 30 km, c'est Serikani, qui a été reprise aussi par la Turquie, enfin plutôt prise, et d'où partent des attaques vers la Fédération de Syrie du Nord-Est. Oui, pour vous donner une idée de ces attaques en question qui font énormément de morts, on utilise notamment, les Turcs utilisent des drones pour en principe cibler des têtes de personnes qui veulent cibler. Aujourd'hui même, on est allé visiter la télévision publique ici. Eh bien, on avait une photo à l'entrée de leur directeur qui, il y a 2 ans, a eu un drone qui l'a fait exploser. Voilà ce que la Turquie se permet de faire dans un État à côté, c'est pas sur son territoire. Et donc, pour toutes ces raisons, on avait envie de venir ici, parce que ce sont des gens qui ont fait réavancer la démocratie et reculer le pire des fascismes religieux qu'on avait face à nous. Et ce sont des gens qui l'ont fait d'abord des Kurdes, mais rejoints par des Arabes, qui sont presque majoritaires aujourd'hui dans certains endroits d'ailleurs des forces de défense, rejoints par des Assyriens, c'est-à-dire des chrétiens, donc société pluriculturelle, et c'est une société dans laquelle les hommes et les femmes ont la parité. Voilà. Et c'est 50% obligatoire. Voilà, on a été déjà visiter quelques municipalités. Il y a un monsieur et une madame le bourgmestre partout. C'est le cas à l'université. Il y a un monsieur et une madame le rectrice. Oui. Voilà, l'équivalent d'une intercommunale qui s'occupe de l'eau. On a été, il y a un monsieur et une madame qui sont en responsabilité. Et ça, évidemment, aussi dans cette région, c'est quelque chose de particulièrement singulier, de particulièrement original et qui éveillait à la fois notre intérêt. Et puis, un dernier élément, c'est que c'est organisé depuis la base, cette démocratie. Et donc, c'est une fédération de
municipalités qui se regroupent en cantons et puis dans cette fédération du Nord-Est syrien qui regroupe environ entre 5 et 6 millions de personnes. Et que comme élus locaux, c'est une délégation d'élus locaux, on est évidemment intéressé de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, Virginie, tu le résumais en disant, c'est à la fois effrayant et réjouissant. Effrayant parce qu'ils sont dans un contexte... On ne peut plus difficile. Voilà. D'agression militaire, de l'insécurité. Ils ont encore à gérer un camp avec 60 000 de ces djihadistes qui viennent de nos pays et qu'on ne veut pas reprendre. Hein, mais le camp de Al-Hol, mais ils doivent aussi gérer les déplacés internes. Et ça, on en parle très très peu, qui sont ces personnes déplacées des zones prises par la Turquie ou par les mercenaires djihadistes qu'elle soutient. Et même des gens qui sont venus d'Alep, etc., des régions qui sont encore sous contrôle de Bachar el-Assad, du reste de la Syrie. Voilà pourquoi on voulait être là et pendant cette semaine, on va vous expliquer un petit peu toutes les rencontres qu'on fait et en quoi c'est à la fois révoltant et passionnant, inspirant et motivant. Et on va revenir en Belgique avec vraiment beaucoup de projets parce qu'il y a ici, il y a vraiment un projet à ne pas laisser mourir, à ne pas laisser se faire agresser comme il l'est aujourd'hui ici, auquel on a envie d'apporter de l'aide et dont on a envie d'apprendre aussi en fait. Oui, voilà. Beaucoup à apprendre et beaucoup à partager avec vous. On est arrivé à Kamishlo et le premier acte qu'on a posé, moment un peu beaucoup émouvant pour moi, émouvant entre autres parce que je suis arrière petite fille de résistant et donc pour moi ça veut dire beaucoup, c'est dépôt de gerbes et discours au cimetière des martyrs. Le cimetière des martyrs de Kamishlo, donc ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont morts en combattant Daesh, mais aussi pour les derniers qui sont morts pendant les bombardements turcs. Alors on a déposé une gerbe et le discours que j'ai fait a été publié déjà sur notre page. Good afternoon. So I'm a city councillor of the city of Liège in the French-speaking part of Belgium. And yes, it's with great pride and joy that I am here. As an historian, for me graveyards are a symbol of those seeds that have to die for the flowers to grow. Here are all seeds of hope for peace, for democracy, and for something different, another way of doing things. So we came here, as David said, to come to support you, to see and be able to come back and tell, because I don't have the same weapons. I only have words, but you have mine. I will come back and tell, and there will be no more silence around what happens here and what happened. So we came here as local councillors to learn from you and how you do and take it back with us. I will briefly end by thanking you and to tell you that we are also here to I want to help. We want to help practically and forge projects of concrete solidarity with community here. So thank you all for welcoming us. Voilà, et puis donc première journée complète, tu le disais, sur Kamishlo. Kamishlo, c'est une ville de la même taille que Liège, environ 200 000 habitants, qui est très très proche de la frontière. En fait, c'est une ville qui a en fait été coupée par un mur, on pourrait presque dire comme ça, mais il y a déjà un certain temps, hein, puisque une partie de la ville est du côté turc et une partie de la ville est du côté syrien. Ce sont deux villes à très grande majorité kurdes, dans un cas comme dans l'autre.
Du côté kurde, c'était un parti de gauche pro-kurde qui avait gagné les élections, mais Erdogan ne les trouvant pas à son goût, il les a évacués pour mettre des gens de l'AKP à la place. Et puis du côté de Kamishlo, on a rencontré les personnes qui ont été élues, parce qu'ils ont fait des élections en 2018, même année qu'à Liège d'ailleurs, Même année qu'à Liège, oui. voilà, qui ont été élus là-bas. Et on a rencontré les 2 co-bourgmestres de Kamishlo, puisqu'il y a à chaque fois un homme et une femme en responsabilité dans toutes les structures au Rojava. Et c'était impressionnant de discuter à la fois du dénuement dans lequel ils sont. Quand ils nous ont dit les budgets qu'ils avaient à disposition pour une ville de la même taille que Liège, on leur a fait répéter quelques fois pour être sûr. Oui, c'était impressionnant. On était là, mais c'est un jour de budget à Liège en fait. Oui. Et en même temps, dans une situation aussi compliquée où il y a un dénuement très important, on retrouve des considérations, des choses qui sont importantes pour nous aussi. Là-bas, on a été marqué par le projet de reforestation. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, il n'y a qu'un seul parc. Et c'est la moitié du parc Nicolas Perrault, pour vous faire un petit peu une idée. Pour les Liégeois. Pour les Liégeois. C'est pas un grand parc qui est en plein centre-ville et c'est le seul parc de Kamishlo où il y a 200 000 habitants. Et on est allé après visiter la pépinière où sont cultivées les plantes qui vont, les arbres, des tas de rosiers, parce que nous sommes en Syrie, des plantes rares, des plantes grasses qui vont résister à la sécheresse pour fleurir les futurs parcs de la vie. Ouais. C'est une des choses qu'ils nous ont dit, qu'ils ont marqué, qui nous font rappeler que malgré ces folies de la guerre un peu partout, on vit la même chose qui nous arrive sur la tête à tous, c'est la question du réchauffement, et ici ils le sentent encore plus que nous. Et donc par exemple, ils avaient en tête de replanter dans la ville des arbres fruitiers, et dans le parc aussi, pour que les gens puissent avoir des fruits d'ailleurs à disposition. Et ils ont dû renoncer parce qu'ils ne résistent pas au manque d'eau en fait. Donc Oui. ça c'était un truc qui était marquant. Et donc en matière d'eau, on a poursuivi en allant faire une visite de terrain sur... La station de captation et de distribution. Oui. Bon, il faut savoir qu'ils sont dans une situation très, très compliquée de ce point de vue-là aussi. Ils fonctionnent assez différemment de ce qu'on fait. On a partagé déjà, et puis on partagera sur nos réseaux quelques photos de à quoi ça ressemble. Grosso modo, ils pompent l'eau suffisamment profondément pour espérer qu'elle est potable. Ils mettent un peu de chlore dedans et ils la distribuent. Et ils la distribuent comment? En fait, ils pompent pendant la journée pour remplir des espèces de grands bassins. Et puis, ils font arriver l'eau dans la ville et les gens remplissent des grands réservoirs sur leur toit. Il n'y a plus de compteurs dans les maisons, ça n'existe plus aujourd'hui. Les châteaux d'eau ne sont plus fonctionnels. Voilà, les gens ont ce moment pour remplir ça. Et pourtant, en fait, on a presque envie de dire que Kamishlo sont des privilégiés par rapport à ce qu'on vous racontera qu'on a fait le lendemain, et qui est à Saké, qui est une plus grande ville où la situation est pire encore. Kankrastar, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Eh bien, Kankrastar, c'est la coupole des mouvements de femmes au Rojava. Il faut savoir que cette coupole a été créée en 2005. En 2005, tout mouvement de femmes était tout simplement interdit. Donc c'était très très dangereux de se réunir. Il y a eu des arrestations. Et puis, après la révolution, Kankrastar s'est institutionnalisé. En tout cas, la coupole a été reconnue et maintenant elles sont associées à tous les processus décisionnels dans la Fédération démocratique du nord-est de la Syrie, et donc associées au travail de l'autorité autonome. Et c'est un travail énorme avec l'organisation des maisons des femmes, qui a entre autres un rôle dans la gestion des violences entre partenaires, où elle pratique la justice reconstructrice. C'est une implication dans la sensibilisation aux questions écologiques, parce que si d'un point de vue idéologique et au niveau des institutions, la donne écologique est prise en compte, autant la sensibilisation est on ne peut plus nécessaire. Et puis c'est vraiment une participation à tous les processus décisionnels et démocratiques, donc au sein des communes, des formations à l'empowerment, des formations à la prise de parole et du réseautage entre les femmes, parce que sortant d'une culture un peu plus patriarcale, maintenant les femmes ont le droit et désormais le devoir
de participer à la prise de décision et de s'impliquer. Voilà, ça, ce sont ces personnes que nous avons rencontrées dès notre arrivée. Donc, je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui change de jour en jour. Virginie est de plus en plus haut. C'est le féminisme du Rojava qui a un impact sur sa croissance assez impressionnant. Et ça me grandit, ça me grandit. Ça l'agrandit. Bon, on se détend un peu. On se détend un peu parce qu'aujourd'hui ça a été la journée vraiment la plus Dure jusqu'ici. Dure jusqu'ici émotionnellement. On a fait 2 visites vraiment marquantes. On a vu 2 choses absolument marquantes. Je ne sais pas si vous remarquez là, le bruit de fond qu'on entend quand on parle. En fait, le bruit de fond qu'on a, c'est des générateurs. Oui, Hein? des générateurs qui sont devenus un mal nécessaire pour avoir de l'électricité. Oui. Et il y en a 400 par exemple pour la ville enfin 400 principaux pour la ville de Kamichlo qui est pas loin de où on se situe ici. Il y en a partout en fait, il y en a, toutes les habitations ont ça. Et pourtant avant il y avait une solution écologique. Écologique, Ouais. oui, des barrages hydroélectriques. Ouais, sur un grand fleuve, en fait, on est en Mésopotamie, hein, au Rojava, on est entre le Tigre et l'Euphrate, et donc le fleuve qui se trouve le plus au sud d'où on est, c'est l'Euphrate, et c'est sur l'Euphrate qu'il y avait ces barrages. ces centrales, donc il y a 3 centrales Ok. hydroélectriques principales, et parmi les joyeusetés que la Turquie fait subir à la région ici aujourd'hui, il y a le fait d'avoir, Réduit le débit. mais de manière importante, c'est-à-dire par des traités internationaux, elle est censée laisser passer minimum 500 mètres cubes par seconde d'eau, hein, du fleuve, et ils en ont encore 200 mètres cubes, nous ont-ils Oui. dit. Et donc en fait, les centrales hydroélectriques qui n'ont pas assez d'eau ne peuvent pas fonctionner, ça c'est le premier truc, et donc des générateurs, bon à la limite ça ils s'en sortent. J'ai presque envie de dire qu'il y a un truc encore plus fou, c'est qu'ils n'ont plus d'accès à l'eau en fait, parce ils viennent d'installer récemment une nouvelle centrale de dépollution de l'eau pour prendre l'eau du fleuve, la rendre potable et puis la mettre à disposition des habitants, notamment à Asake où on a été aujourd'hui, qui se trouve à 1h30 au sud de où on est ici, qui est une plus grande ville encore, hein, c'est 1 million d'habitants environ. 1 million d'habitants pour la ville même, 1 200 000 pour l'agglomération. Et ben, on les prive d'eau, c'est aussi simple que ça, et donc on a été voir, c'est la débrouille depuis, puisque donc, cette centrale ne peut plus fonctionner, le débit du fleuve est absolument asséché. Il y avait des affluents du fleuve, notamment un qui traversait la ville, ben, on a été le voir, il est à sec. Il est quasiment à sec, et ce qui n'est pas à sec en fait est pollué volontairement par les villes frontalières turques, c'est-à-dire que les eaux d'égouttage y sont déversées. À tel point que l'année passée, ils ont eu le choléra, qui n'était plus ici depuis très très longtemps, et donc ils ont eu une épidémie de choléra. Et puis surtout, bon voilà, ils ont un peu dans l'urgence creusé une série de forages à proximité de la ville. Ils acheminent par des camions. Ils vont chercher aussi un peu plus loin, ils acheminent par camion, mais on imagine bien que pour 1,2 million de personnes, c'est très compliqué. Donc ils manquent d'eau, et ils ont surtout très peur de manquer d'eau cet été. Oui, sachant que la chaleur est horrible. Bon, aujourd'hui, j'ai pas regardé la température, mais on était à 25 degrés. 25 quoi. minimum, et je pense qu'on allait jusque 30. Oui, oui. Voilà. Et donc, et pour les cultures aussi, évidemment, ce manque d'eau est absolument effrayant, quoi. Les conséquences. On se demande même d'un point de vue droit international, puisque c'est illégal ce qui est fait par la Turquie, comment il se fait qu'il n'y a personne qui proteste. Le Rojava, puisqu'il n'est pas un État, c'est une région autonome d'un État syrien qui est désargenté au plan international. On se demande comment il peut... il n'a pas le droit, lui, de protester. Le seul État qui pourrait protester, qui a un peu aussi les conséquences de ça, c'est l'Irak, qui est aussi un État très faible aujourd'hui. Et donc, nous, on pense que ce serait, notamment aux États européens et aux États-Unis, singulièrement, de taper du poing sur la table par rapport à ce qui est fait ici. Je veux dire, on ne peut pas mettre la santé de plus d'1 million de personnes en danger, comme c'est fait sciemment aujourd'hui par la Turquie. Et là, nous parlons des habitants de la ville et de l'agglomération, mais c'est pas tout. Devront aussi lutter contre la chaleur par rapport au manque d'hygiène les personnes déplacées en interne. Alors on connaît les réfugiés qui partent loin de chez eux, il y a aussi des réfugiés qui partent près de chez eux, et ça c'est notre deuxième visite aujourd'hui. C'est le camp géré par l'administration autonome avec quasi pas d'ONG pour les déplacés, notamment d'Afrine et de Serekani.
Oui. Qui sont les deux régions où la Turquie est intervenue. Hein. Donc à Afrin via des mercenaires islamistes à qui ils ont donné le pouvoir, hein, mais qu'ils ont militairement soutenu à l'époque, et directement eux-mêmes militairement dans l'autre région, qui est grosso modo une espèce de barrière de 30 km sur 200 km, hein, 30 km de large, 200 km de long, de laquelle ils sont intervenus et dont sont partis beaucoup de personnes. Et enfin, je veux dire, ça c'est un truc qu'il faut dire aussi, beaucoup de personnes arabes ont quitté, donc c'est-à-dire ces gens voient arriver des islamistes ou des Turcs, mais religieux aussi, qui les font fuir et préférer venir vivre avec les Kurdes dans la région. Et les Kurdes sont les seuls aujourd'hui à, avec très peu de moyens, essayer d'offrir un minimum de dignité à ces personnes. Mais vraiment, c'est compliqué Ça parce reste que compliqué. voilà, l'autorité autonome a très peu de moyens financiers et de moyens matériels. Et ils sont en train de, pardonnez-moi de l'expression, gérer le bordel et de s'occuper, eux, des victimes. Oui, ça c'est un truc qui nous a été dit, et voilà, qui est un peu rêche, mais qui est vrai. Nous on a entendu beaucoup parler en Europe de Al-Hol, hein, de ce grand camp dans lequel sont les gens de ISIS, des femmes, des enfants et des combattants encore même qui sont là-bas, et où c'est très dangereux. Hein. Il y a eu plus de 120 morts de leur garde kurde en raison d'une cellule dormante qui a essayé de libérer une partie du camp il y a presque 2 ans maintenant, ouais, il y a presque 2 ans. Donc, et voilà, et nos pays s'intéressent beaucoup aux bourreaux, j'ai envie de dire, parce que ce sont des bourreaux. Les enfants ne sont pas responsables, évidemment, mais en tout cas, les femmes et les hommes là-bas sont les bourreaux, et assez peu à leurs victimes, directes ou indirectes, hein, directes dans un certain nombre de cas, indirectes pour ceux qui sont des déplacés liés à ce que la Turquie fait, mais enfin, la Turquie n'a pas vraiment été un opposant très farouche aux islamistes de ISIS. Et il faut quand même savoir, et il faut le regarder en face et l'entendre. Nous, ce qu'on nous a dit plusieurs fois, et c'est comme ça que l'Occident nous remercie. Oui. On vous a débarrassé de Daesh et c'est comme ça que vous nous remerciez. Voilà, donc c'était une journée... Éprouvante. Oui, se balader dans ce camp, plus de 13 000 le camp qu'on a visité, mais il y en a plus d'une quinzaine en fait. Ce sont plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont des déplacés internes. Et malheureusement, comme ces déplacés internes et pas des réfugiés, on n'a pas d'aide internationale qui est présente et nos États ne regardent pas ça. Et nous, c'est vraiment un des messages qu'on veut porter. Et ne demandez pas quoi par rapport aux Nations Unies. Le Haut Commissariat aux réfugiés ne travaille qu'avec les États reconnus. Voilà, ce n'est pas un État reconnu, mais c'est pourtant un État qui fait aujourd'hui ce que nous devrions faire. Voilà. Journée éprouvante, mais riche et qui nous donne encore plus que jamais envie de... La rage et la patate. Voilà. Il faut qu'on parle de ce qui se passe ici. Il faut qu'on se parle de ce que ces gens, pourtant, dans une situation de dénuement absolu, font avec l'humanité que peut-être nous avons perdue parfois. Alors, dernier jour sur place. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon très beau foulard, mais j'en suis très fière. Il m'a été offert par la co-responsable des relations internationales du canton de Djezéré, et en fait c'est le foulard traditionnel que portaient les combattantes des YPJ, c'est-à-dire les bataillons féminins, ces bataillons qui ont entre autres libéré Raqqa. Qui ont mis la misère aux islamistes. Oui. Oui. Ouais. Et ben c'est là qu'on a été aujourd'hui, c'est à Raqqa. Donc c'était un peu loin d'où on est. On a fait beaucoup de routes, donc on a aussi vu une partie importante du pays qu'on ne peut pas appeler tout à fait le Rojava du coup. Non, c'est le nord-est, le nord et l'est de la Syrie. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui s'est passé. C'est non seulement les Kurdes essentiellement se sont libérés du joug islamiste dans leur région, hein, qui est vraiment le nord de la Syrie, mais après il y a une alliance entre eux et toute une série de combattants arabes. Dans les forces démocratiques syriennes. Voilà, avec aussi une série de combattants syriaques. Et que ils ont poursuivi les combats de 2014, la libération de Kobané, jusqu'à encore plus tard, en 2018, je pense. Et en 2017, c'est la libération de Raqqa. Raqqa qui est la capitale de Daesh à l'époque. Voilà. 5 ans, ils occupent la ville pendant 5 ans. Ils la ruinent totalement. 70% de la ville a été détruite. Voilà, d'abord par eux, et puis par les combats pour libérer la ville.
qui se sont déroulés, qui ont été des combats intenses. Et donc effectivement, une grande partie de l'infrastructure a été mise par terre, notamment par des bombardements pour déloger les derniers islamistes qui se trouvaient encore là-bas. Donc des rencontres et puis des visites. Et on a notamment été sur la place, qui est maintenant la place du paradis, mais qui à l'époque de Daesh était la place de l'enfer. C'était l'endroit où ils pendaient les gens et où ils exposaient les têtes décapitées sur des pics. Oui. Et on y a parlé avec des gens, on y a chanté avec des jeunes enfants qui s'y trouvaient. Et on était plusieurs femmes sur la place, ce qui à l'époque n'était pas du tout possible. Oui, avec les cheveux au vent. Oui. Voilà. Et cette ville, tout comme les autres qu'on a visitées, elle est co-gouvernée par 2 bourgmestres, un homme et une femme. Et en l'occurrence, la co-bourgmestre de Raqqa nous a impressionnés, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Oui, très clair, très droit au but. Et c'est une femme qui en a des ovaires. Oui. Voilà, c'était intéressant. Ils ont raconté le contexte dans lequel ils ont démarré, c'est-à-dire une ville qui était par terre avec plus rien, même plus les routes n'existaient plus à certains endroits. Et donc voilà, ils ont dû repartir de zéro. Et moi j'ai ce souvenir, on était donc dans l'hôtel communal où ils nous ont reçus. Et il y avait un bruit sourd tout au long de nos échanges. Ce sont les reconstructions qui se font partout dans la ville. Ils ont vraiment très peu de moyens. Ils se basent uniquement, enfin quasi essentiellement, mais presque uniquement sur les énergies. Ah, on a le drapeau de la gauche européenne qui est là bien mis derrière nous parce qu'ils nous ont soutenus pour faire ce voyage. Donc on voulait qu'on les voit. C'est important, c'est grâce à eux qu'on est là et c'est aussi vers la gauche européenne qu'on va revenir après ce séjour pour dire ce qu'on a vu et pour espérer mettre en place une série de choses. Ouais, voilà. Bien concret. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, que c'est impressionnant, je veux dire 5 ans après, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce qu'ils reconstruisent, cette énergie vitale qu'il y a là-bas, aussi beaucoup de populations qui sont revenues. Il y a aussi des populations qui ne sont pas encore revenues, par exemple les chrétiens, donc les Syriaques qui ont été parmi les premières victimes, les plus importantes victimes des islamistes de Daesh. Ne sont pas encore toutes revenues parce que certaines, voilà, il faut le temps, elles y ont vécu des choses traumatisantes. Et il y a une des choses qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent en état les logements en disant ils sont là pour vous. Ils ont dit c'est une des choses qu'ils font pour quand ils sont encore là, hein, évidemment ces logements. Voilà, mais en même temps on part de rien et comme pour les autres endroits où on a été, on se dit qu'il y a vraiment un devoir de notre part de les soutenir, oui. D'autant qu'en fait, on dit l'État islamique est mort, Daesh est mort. C'est pas à 100% vrai en fait. Non, en fait, il existe encore des cellules dormantes et ces cellules dormantes sont financées par l'étranger. Donc, les services intelligence, donc de sécurité informatique, entre autres, sont en train d'essayer de remonter d'où ces comptes viennent pour clairement couper directement à la bourse. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre terme. Oui, parce que donc dans une situation aussi compliquée où les autorités sont désargentées, où elles font tout ce qu'elles peuvent évidemment, avec cet argent, il y a l'idée d'appuyer là où ça fait mal pour les gens qui trouvent que voilà, les conditions dans lesquelles ils vivent sont toujours compliquées, etc., sont plus facilement soudoyables ou influençables. Il y a aussi, Daesh a été présent pendant plusieurs années, il y a une sorte d'imprégnation idéologique qu'ils ont eue, mais vraiment ce qu'on a vu nous de ce travail en commun entre des personnes de langue, de religion, de culture différentes est absolument remarquable quelques années après ce qui s'est passé. Et avec un budget, voilà, on a encore ouvert des yeux comme des soucoupes en apprenant le montant du budget annuel de la commune de Raqqa qui est habitée par 450 000 familles, nous ont-ils dit. Oui. Ça veut dire probablement, parce qu'ils n'ont plus de système de recensement précis, probablement environ 1,5 million de personnes. On a rencontré donc les co-bourgmestres de Raqqa. On a encore eu la chance aussi d'être reçus par les co-présidents donc de la région autonome. C'était aussi une rencontre assez marquante. Une dame kurde, un monsieur arabe. Ils ont encore échangé avec nous sur les difficultés essentielles de la région. Peut-être tu peux rappeler encore, on l'a déjà dit quelques fois, mais quels sont les enjeux essentiels? D'abord la reconnaissance internationale de la zone autonome, mais ils disent bien qu'ils ne souhaitent pas leur indépendance par rapport à la Syrie, mais que leur autonomie soit reconnue.
Et puis les problèmes des attaques récurrentes de la part de l'État turc qui empêchent la reconstruction parce que quand il y a des attaques de drones, tout s'arrête. Et à Raqqa, ce qui est encore plus marquant que les attaques de drones, c'est vraiment ce dont on a déjà parlé aussi, c'est l'Euphrate. Donc pour rappel, normalement, par des accords internationaux, il y a 500 mètres cubes d'eau par seconde minimum. C'est le débit minimum de l'Euphrate à l'entrée de la Syrie qui doit être maintenu. Et on avait dit le chiffre de 200. En fait, ils nous ont dit aujourd'hui c'est moins de 190 mètres cubes d'eau par seconde, c'est-à-dire beaucoup moins que les 500 qui sont prévus, qui passent encore. On a un petit voisin qui passe à côté de nous quand on fait la vidéo. Donc c'est 190 mètres cubes, moins de 190 mètres cubes qui sont encore. Et donc la conséquence, c'est évidemment, un accès à l'eau potable pour toutes ces personnes qui est compliqué. Et deuxième complication en concernant Raqqa et la région, c'est qu'il y a la plus grande centrale hydroélectrique, donc qui fabriquait de l'eau, pas en faisant tourner des générateurs, mais avec la puissance de l'eau, qui est à l'arrêt la plupart du temps. Ils ont pu le remettre quelques jours en marche et puis c'est à nouveau à l'arrêt parce qu'il n'y a pas assez d'eau simplement. Sinon c'est générateur. Et donc cette guerre de l'eau qui est menée par la Turquie, elle est inacceptable et je pense qu'il faut vraiment qu'au niveau international maintenant on le dise haut et fort. On ne peut pas, ne fût-ce que pour des raisons humanitaires, jouer avec la santé de 2 millions de personnes comme on le fait ici. Voilà, c'était pour terminer une visite marquante, oui. Impressionnante, à la fois sur ses aspects positifs, cette énergie vitale qu'on voit, et à la fois on a quand même vu une ville qui était avec des stigmates de la guerre de partout. Je veux dire, pas un immeuble sans des impacts de balles, des immeubles effondrés partout. L'hôpital des enfants dont on a visité les ruines en fait, puisqu'il a été bombardé quand il servait de prison à Daesh. Oui, c'est un des derniers endroits où ils sont réfugiés à la fin de la bataille. Et donc on revient, on va encore avoir un périple de 2 jours pour rentrer, mais donc on va rentrer en Belgique. On va pas rentrer comme on est parti à Virginie. Oh non. Voilà. J'étais déjà énervé avant, maintenant je suis très très en colère. Oui, je crois qu'on va rentrer avec de la colère. On rentre avec de la colère. Et on rentre avec une énergie, voilà, on a été très bien reçus ici. Ils nous ont vraiment fait voir beaucoup de choses en si peu de temps. Ils ont mis une énergie, j'ai envie de dire des moyens, vraiment, parce que bon, voilà, on ne s'est pas baladé comme ça tout nu. Il y avait des gens pour nous protéger dans un contexte compliqué comme celui-ci. Et on se sent redevable aussi comment dire. Mais très, très clairement, on leur est redevable d'avoir laté la gueule aux obscurantistes. Et donc, il n'y a rien à faire, c'est comme ça qu'on les remercie. Non, c'est pas juste et c'est pas humain. Voilà. C'est une expérience unique. Pour nous, c'est la plus impressionnante des révolutions, je pense, de ce siècle, on peut dire ça comme ça, avec des dimensions à la fois sociales, mais aussi des dimensions égalité homme-femme, pluriculturelles absolument étonnantes, enrichissantes dans une région comme celle-ci. Et donc, qui perdurent avec des difficultés matérielles qui sont immenses. Oui. Et dans le même temps, on a vu très peu de gens laissés totalement sur le côté. Donc il y a un grand dénuement, mais il y a un soin, une qualité humaine, une envie de prendre soin de l'autre comme on ne la trouve même plus dans nos propres sociétés ici. Et donc voilà, on est venu et on va retourner en se disant qu'on veut aider, qu'on veut trouver des moyens concrets d'aider, comme élus communaux, avec nos réseaux, etc. C'est vraiment une chose qu'on va faire, mais on a aussi appris. Je pense qu'on va aussi essayer de prendre des choses qu'on a vues ici, se dire qu'on aimerait bien les voir chez nous. Oui, carrément. Voilà. On était une délégation avec des francophones et des néerlandophones présents ici. Voilà. Et on a aussi envie que d'autres viennent voir après nous. Donc si on peut aussi servir de passeur, de témoin vers d'autres qui viennent demain ici voir cette réalité, on ne manquera pas de le faire aussi. Şaba şore